Tiens, je viens de remarquer que le premier film que je critique après la réouverture des salles de cinéma est un film qui s'appelle Le Dernier Voyage et où les personnages rencontrent un cinéma en ruine. C'est d'une beauté ironique. Eh bien le bonjour, aïe, c'est bien le bonjour au soir, c'est Alexem, tous décassent la gueule décidément, c'est Alexem et bienvenue dans cette vidéo critique particulière, hein. Non pas parce qu'il y a eu ça, mais cette vidéo critique particulière parce que c'est la première critique de film sorti post-seconde fois, j'espère la dernière, réouverture des salles de cinéma. Donc je me suis dit que ça valait le coup de se jeter. De se jeter à l'eau. C'est ça l'expression. Quel con. Bref, vous avez lu le titre de la vidéo et aujourd'hui nous sommes donc là pour parler du Dernier Voyage, réalisé, écrit et monté par Romain Cuiraud, dont c'est le premier long métrage. Adapté du court-métrage Le Dernier Voyage de l'énigmatique Paul W.R, dont je n'ai malheureusement pas réussi à trouver une seule image, si ce n'est la bande-annonce, mais on voit déjà plusieurs personnes du casting de ce court-métrage dans le film, dont l'acteur principal Hugo Becker, et puis surtout on voit déjà les prémices narratives, et puis surtout l'ambition visuelle du film à venir. Et après avoir fait des clips, une sorte de documentaire et une série de livres de futur dystopique avec Antoine Jeunin, qui va être aussi le co-scénariste du film, Romain Cuiraud accomplit donc son rêve d'enfin faire un film de science-fiction français crédible. Parce que oui, malgré son budget de 3,3 millions d'euros, Le Dernier Voyage de Romain Cuiraud réussit donc parfaitement sa mission. Mais avant toute chose, de quoi parle Le Dernier Voyage ? Eh bien d'un monde futuriste en perdition où les ressources naturelles se font rares et où la pluie n'a plus coulé depuis des décennies, ce qui fait que la Terre est devenue un immense désert en fait sec et aride, ce qui fait qu'aussi il y a une lune rouge qui est apparue comme ça du jour au lendemain. Cette lune rouge offre de formidables opportunités d'exploitation, jusqu'au jour où cette lune décide de s'approcher et de menacer de percuter la Terre. Aïe. C'est alors que pour la détruire, on envoie donc à ce qui semble être le seul astronaute capable de la détruire, à savoir Paul W.R, qui disparaît comme ça inexplicablement du jour au lendemain avant de s'envoler pour l'espace. Rehaille. C'est alors que commence une course-poursuite contre le temps, où les autorités et son père Henry, joué par Jean Reno, et où surtout son frère Elliot, changé après son échec dans sa mission contre la Lune Rouge, recherchent activement Paul W.R, et où ce dernier recherche la forêt. Sur sa route, il croisera des individus hauts en couleur, mais il croisera surtout la jeune Elma qui l'accompagnera dans son périple. Voilà, ça c'était le synopsis. Maintenant, qu'en est-il du résultat ? Eh ben malgré certaines critiques, autant celles du public que celles dans la presse, je trouve que c'est un excellent film. Imparfait, ça oui clairement, mais je suis pas d'accord avec la plupart des critiques émises, à savoir l'ambition artistique. En effet, Romain Cuiraud a avoué que Blade Runner de Ridley Scott l'avait beaucoup influencé, et ça on peut pas s'y tromper, parce qu'effectivement les designs des voitures volantes et ce monde déshumanisé, froid et tout, oui ça s'y approche grandement. Et d'ailleurs cela vaut pour toutes les inspirations, comme les policiers on comprend rien quand ils parlent, ce qui fait penser à Rogue One et aux soldats d'élite de Krennic, les visions du désert à la Mad Max, ensuite le rapport et le road trip de Paul et Elma à la Logan. On est plus dans l'hommage et la citation, parce que Romain Cuiraud a mis tout son amour de la SF, de toutes les influences qu'il a eues depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui, et qu'il a voulu retransmettre ça dans un film. Peut-être qu'après il aurait peut-être pu effectivement s'en détacher de certains codes, mais c'est totalement non seulement assumé, parce que c'était le choix depuis le début, et d'apporter surtout quand même une certaine patte française. Parce que c'était le but en fait de prouver que non seulement on pouvait reprendre des codes de films, de gros films américains, et pour ensuite adapter ça en France. Et derrière, c'est un bon compromis, parce que ça apporte quelque chose dont on sait qu'il fonctionne, avec un espace dont on aurait pu complètement se casser la gueule. Le côté intimiste, rame français chiant, ça aurait pu totalement parasiter le côté spectaculaire. Donc tous ceux qui disent que ça ressemble à potentiellement que ça ressemble même pas à une série Netflix, déjà poupougne, parce que c'est pas le même budget, hein, faut pas déconner, parce que par exemple pour un épisode de Altered Carbon de Netflix, c'est 7 millions. Et je rappelle que le budget du Dernier Voyage, c'est 3,3 millions. Hein. Donc, faut peut-être mettre les ambitions là où elles sont aussi. Hein.
Parce qu'il faut pas oublier que nous sommes dans un univers post-apo type rétro-futuriste, hein. Donc même s'ils ont pu effectivement utiliser des décors naturels quand ils sont allés au Maroc, à Ouarzazate, tout ça, et à moins d'avoir un budget à la Luc Besson, c'est-à-dire Valérian, par exemple, pour citer que ça, avec ses 190 millions de dollars de budget, bah à moins d'avoir ça, c'est un peu compliqué d'innover. C'est même chaud sa maman. Ce qui importe, c'est l'exécution, et derrière, à aucun moment le film ne paraît cheap ou mal fait. Je dirais même jusqu'à dire, il est parfait. Bon, pour pinailler, on pourrait dire que le robot mécanique chercheur, ça sent les fixes parce qu'on ne sent pas le poids quand il interagit avec le reste du décor, avec d'autres personnages, et puis surtout que sa texture est beaucoup trop propre par rapport à l'environnement. Mais à part ça, c'est tout bon. Je rappelle que pour un budget de 3,3 millions d'euros, les sociétés d'effets spéciaux Digital District et Apache, qui se sont mis en collaboration pour ce film, ont eu le droit qu'à 800 000 euros. Ce qui représente non seulement une bonne partie du budget, mais que ça reste quand même assez minime étant donné d'autres productions. Et pourtant, même si ça explique très certainement la durée de certains plans FX très importants et qui sont devenus un peu réduits, bah ça n'empêche pas que ça installe quand même durablement l'univers. Parce que il y a eu comme des décors réels, il y a eu des accessoires qui ont été posés à ce moment-là, il y a du man painting par-ci par-là, tada, ça donne ça. Nous sommes constamment en plein jour pendant une très grande partie du film dans ce désert, et cette lumière vive, orangée et contrastée permet une meilleure incrustation des images. Et cette incrustation est rendue possible grâce à ce mélange avec la lumière. Encore une fois, sauf pour le petit robot, mais ça c'est un détail. Mais surtout, cette lumière, elle joue sur notre appréciation du film, parce qu'elle nous rappelle cette course contre la montre, ce monde en perdition, et cette déshumanilisation progressive. Ils y sont allés jusqu'au bout. La plupart des plans FX sont dynamiques dans le mouvement de la caméra et sont très vifs. On sent qu'ils voulaient pas minimiser ou cacher les effets spéciaux numériques quand ça devait apparaître. Et même quand il y a eu des plans à FX vraiment que de l'image numérique à quasiment 100%, bah c'est plus que crédible parce qu'il y a une véritable recherche du réalisme. On y croit et en plus, qu'ils sont allés jusqu'au bout même s'ils ont eu des contraintes. Et pour une première réalisation, Romain Quiro s'en sort avec tous les honneurs. Elle est pas parfaite, sa réalisation, elle est même assez classique, mais voire fonctionnelle. Elle doit filmer ce que doit filmer. C'est classique, certes, mais c'est efficace et pas dénué d'idées. Voilà, comme j'ai dit, c'est peut-être une idée classique, mais qui est efficace, comme par exemple la caméra à l'épaule pour qu'on s'applique plus dans la psychologie des personnages, comme la scène d'introduction où Paul déambule dans le désert en étant complètement perdu. On comprend le personnage directement, et ça quasiment avec aucun dialogue. Et puis aussi cette scène de baston montée avec cette caméra à l'épaule, mais montée et rythmée grâce à une certaine musique française. D'ailleurs, petit aparté, ça me fait beaucoup espérer pour le film du Visiteur du Futur de François Descraques qui est prévu pour l'année prochaine. Ah, j'espère sincèrement qu'il sera aussi fun et aussi généreux que le dernier voyage. Ah là oui, je serai à nous combler. Et j'ai jamais vu une scène en noir et blanc aussi belle et éclatante visuellement. C'est celle où on voit Paul enfant courir sur une plage. Le caméra qui est posé un peu en plongée près du sol qui le suit avec ce grand angle qui est magnifique, avec ses couleurs, enfin avec ce noir et blanc écrasant, sans ce sentiment de fuite, et puis que le décor qui est vraiment le plus proche, en fait il est super méga loin, bah du coup on a ce sentiment de tristesse et de course à l'infini pour échapper vraiment à quelque chose. C'était une putain de scène. Bon, même si après le ralenti c'était peut-être pas obligé, un peu too much. Du moins au début, tout début de la scène, parce que après ça justifie étant donné le contexte. Pareil pour les scènes psychologiques où Elliot fait mumuse avec des innocents parce que les plans se resserrent au fur et à mesure et ça déambule très légèrement, c'est légèrement en mouvement pour créer ce sentiment de malaise et d'oppression à la fois. C'est limite suffocant réellement parce que ça en devient un jeu malsain. Mais j'ai un reproche. C'est un peu pinaillé parce que pourtant j'adore ce point, mais c'est l'impact des émotions dans la réalisation. Pour moi, c'est à l'exemple du dernier plan du film. Alors, je vais pas spoiler la fin, je vais pas raconter son contenu, mais voilà. Ce que je vais dire, c'est que c'est un plan qui est de loin, qui est un peu de 3/4, c'est un plan qui est large, où on voit quelqu'un, et en fait, c'est un plan qui ressemble comme tous les autres, en fait, il n'y a rien pour vraiment le différencier, et quand l'action se passe, ça coupe juste avant, donc ça manque de poésie à ce moment-là. Alors qu'en fait, vu que c'était quelque chose de nouveau pour le personnage, en fait ce qu'il aurait fallu c'est que ce soit un plan plongé, qui fasse un léger travelling arrière avec un petit léger mouvement de rotation peut-être, mais qu'il y ait ce moment de rotation
qu'on voit la réaction du personnage à ce moment-là, ça aurait pu distiller à ce moment-là un léger mouvement, justement un moment vraiment de temps qui s'étire à ce moment-là, juste avant que l'action se produise, et ça aurait pu apporter cette émotion, ce dernier truc avant que l'action se produise. Et c'est un peu dommage, parce que le montage est très juste derrière, ça hache pas l'histoire, ça installe bien l'univers, malgré sa durée d'1h30, et on sent que Romain Quiro, il a envie qu'on s'investisse avec les personnages, on sent qu'il aime ses personnages, on sent qu'il a quand même envie de raconter quelque chose avec eux, et qu'on s'investisse. Mais ça manque peut-être de plus d'approfondissement dans la réalisation, pour qu'on s'implique plus, pour que ce soit réellement parfait. Mais derrière, malgré sa durée, encore une fois, ça prend le temps quand même de peaufiner les dialogues, les personnages et leur développement. Dans les autres reproches faits au film, cela concerne le rythme et le scénario qui se dévoilerait un peu tard, mais surtout la cohérence du film, la cohérence de l'univers en lui-même. Enfin, plutôt, comment réagissent les autres pays face à la fin du monde? Je pense qu'un dialogue de Philippe Catherine à la radio ou un extrait de télé de 2-3 secondes ça aurait pu corriger le tir, mais au fond, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Non, sans déconner, même si on avait vu la réaction des pays, ça aurait été juste en mode ouais, on pète un câble, on a peur, tout ça. Bah oui, évidemment, parce que ça aurait rien changé, puisqu'on voit bien que la tête de Paul est diffusée en boucle à la télé, que la radio dit constamment qu'il est recherché, les autorités ont un moyen de reconnaître les gens grâce à un système de reconnaissance faciale. Donc repérer un Gus, ça aurait pu être facile, c'est facile dans cet univers. Pourquoi il faudrait qu'on sache la réaction de tel pays, de telle galaxie, de telle planète, pour qu'on ça fasse avancer le scénario, pour qu'il y ait une quelconque cohérence? Non, on va au plus simple, la menace, elle est là, elle existe, il y a telle personne qui réagit ou pas, mais il y a ces personnes-là, il y a ces personnages-là qui vont évoluer, qui vont connaître des galères, qui vont connaître des difficultés, qui vont évoluer, qui vont être développés, et c'est ça le plus important. Et pareil, dans les autres critiques, il y a ce reproche du « ouais, mais on sait pas où est-ce qu'on se trouve géographiquement, du coup, quand ils se baladent dans le film, en fait, on sait pas s'ils avancent vraiment en ligne droite, on sait pas où est-ce qu'ils vont. » C'est le principe, on est dans un monde en perdition où il y a du désert partout, donc c'est un peu fait exprès qu'on se retrouve nous aussi paumés, même si effectivement, on voit qu'ils ont une carte à un moment donné, mais est-ce que ça aurait un quelconque impact dans l'histoire si nous, spectateurs, on comprenait vraiment où est-ce qu'ils allaient? Alors certes, effectivement, peut-être un nom de ville ou voir des noms de villes qui ont changé ou quoi que ce soit, ça aurait pu permettre de comprendre, mais bon, d'un côté, c'est pas comme si au début du film, on voyait une immense tour Eiffel qui s'était cassé la gueule. Moi, je dis ça, je dis rien. Et ce qui me tue, c'est que la plupart des critiques ont dit que c'était un film qui était très beau, mais très vide. Mais c'est tellement plus profond. Paul WR est désespéré et il fuit sa destinée comme il l'a fait depuis sa jeunesse. Mais c'est un personnage confiant, intelligent, sûr de lui, qui est force de persuasion, qui a un esprit solitaire et renfermé sur lui et qui est cynique. Mais il va retrouver une humanité en la présence d'Elma, qui est une jeune insouciante, sarcastique, qui a tout perdu et qui va suivre Paul dans son périple pour survivre. Et finalement, le film parle du deuil de manière littérale, mais aussi de manière symbolique. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est lors de la scène de leur rencontre, pour un guise de cadeau après sa commande, Elma donne à Paul un pins avec un smiley qui rigole. Mais lorsqu'on rentre dans le mobil-home de Elma, lorsqu'on voit la poussière sur sa télévision, elle a dessiné un smiley triste. Et du coup, l'utilisation de ce pins est très intéressante pour montrer leur évolution dans leur rapport et aussi dans leur développement psychologique. Finalement, sans le savoir, Paul et Elma vont se donner de l'espoir l'un à l'autre, l'une de par son insouciance et sa vision du monde, et l'autre en lui donnant confiance en l'avenir. Ça, c'est la vraie écriture. Utiliser un petit détail qui paraît insignifiant pour s'en servir comme outil narratif. Non, franchement bien joué. D'autant que Romain Quiro a aussi dit que Le Petit Prince l'avait beaucoup marqué en tant que lecteur, et c'est pour cette raison qu'il a voulu insuffler la légèreté dans le récit avec le personnage d'Elma, avec certaines de ses répliques marrantes et insouciantes à Le Petit Prince. Et d'ailleurs, je viens d'y penser, mais c'est un pilote qui s'est dessiné dans un carnet, qui tombe en panne et atterrit dans un désert, et qui va apprendre de la vie grâce à l'insouciance d'un jeune enfant. Putain, ils viennent de réadapter Le Petit Prince! Mais putain, mais encore bien joué! Ouais, peut-être que la relation entre Paul et Elma est basique et ultra convenue, ça j'en conviens, mais elle n'est pas basée sur du vide et ils ont de vraies raisons de s'attacher vite ensemble parce qu'ils partagent beaucoup de points en commun et parce qu'ils ont besoin d'être là ensemble, ils sont complémentaires en fait. Et finalement, ils s'attachent rapidement et puis nous, ça nous permet de s'attacher rapidement à eux aussi. Je comprends pas pourquoi déjà on a dit que le film était vide, peut-être qu'il était simple, effectivement, mais je comprends encore moins qu'on dise qu'il soit vraiment vide avec le personnage d'Elliot, le frère de Paul.
Genre, il vous paraît pas crédible comme antagoniste. On lui reprochait son manque de motivation et d'être finalement qu'un méchant assez inutile. Mais c'est pas le cas. Vous avez voulu que ce soit quoi, un méchant caricaturé qui soit en mode l'humanité a eu toute sa chance, l'humanité n'est qu'un virus, il faut qu'elle meure, blablabla, blablabla, machin. Alors que non, en fait, c'est juste quelqu'un qui a vécu la gloire, la grande gloire de son petit frère en étant même constamment dans son ombre. Et même ça quand ils étaient enfants. Et il en ressent cette pression. Et donc quand il échoue dans sa mission contre la Lune Rouge, et bah c'est l'échec de trop. Et du coup en plus cette lune, cette mission l'a fait changer. Et du coup ça lui fait développer des pouvoirs étranges. Et c'est pour ça qu'il l'utilise pour pouvoir torturer des gens. Mais pourquoi est-ce qu'on pense comme ça? Parce que non seulement il n'a pas réussi, surtout aux yeux de son père, et surtout que ça a confirmé qu'il était encore dans l'ombre de son frère. Il veut asseoir sa domination et sa supériorité. Et ce qui est donc représentatif de cette scène où on voit la confrontation de bluff entre Paul et Elliot. Il ne fait que sombrer dans la violence et veut emporter le monde dans sa perte. Et donc c'est pour ça que Paul est à l'inverse de lui, là où il est vu comme le sauveur, l'espoir, la lumière de l'humanité. Et bah d'ailleurs ça expliquerait pourquoi il se teint les cheveux comme ça dans le film à un moment donné. Et surtout il y a ce même rapport ambigu du méchant comme dans Blade Runner, où en fait t'es quasiment à la limite de comprendre ses motivations, à pardonner ses actes, et à vraiment à la limite à le pardonner, et ce qui fait que tu trouves son destin tragique. Mais au lieu des larmes dans la pluie, il n'est plus devenu que la poussière du désert. C'est évidemment une grande fable écologique, au cas où si tu l'avais pas vu venir à des milliards de kilomètres avec cette histoire de lune rouge, mais c'est avant tout une histoire qui traite de l'obsession. Et ce personnage qui confirme tout ça, c'est le personnage d'Henry, le père d'Elliot et de Paul, qui confirme l'histoire d'obsession. Leur père est un éminent scientifique, pensant avoir tout le temps raison et est donc persuadé de ses connaissances. Et son côté scientifique l'oblige à être, sans mauvais jeu de mots bien sûr, à être terre à terre et réaliste, basé sur la logique pure. Mais voilà, la mort de sa femme et les pouvoirs de Paul qu'il a développé après s'être pris la foudre de la Lune Rouge, il a voulu cacher ça en lui faisant prendre des pilules pour cacher sa différence et donc à être normal. Mais tout ça, ça l'a rendu froid. Et cette froideur lui a donc donné raison et il ne fait donc confiance qu'à lui-même et pas aux personnes et au détriment de la raison, des sentiments. Chaque personnage est obsédé, et quand je dis tous les personnages, chaque personnage du film est obsédé à un moment donné, ce qui peut les amener à se tromper, à s'embrouiller, voire même à les amener à s'autodétruire s'ils ne changent pas de façon de penser. Donc je comprends vraiment pas en fait pourquoi on a dit que ce film était vide en fait. Je peux comprendre quand même certaines critiques vis-à-vis du rythme du film, que certains puissent trouver le temps long, que ce soit pas aussi spectaculaire que ça. Mais bon après, c'est vendu comme un road trip dès le début du film et donc il n'y a aucune tromperie sur la marchandise. Mais encore une fois, ça je peux comprendre. Je peux comprendre aussi les critiques vis-à-vis de la cohérence de l'univers, c'est-à-dire, effectivement, peut-être qu'effectivement ça manque peut-être un peu plus de background ou quoi que ce soit pour comprendre comment l'univers fonctionne. Mais surtout, moi, c'est plus vis-à-vis des voitures volantes, en fait, moi que j'ai un problème. Parce que je vois bien que les voitures volantes, bah, elles volent à ça, à quelques centimètres du sol. Ça, j'ai aucun problème là-dessus, pour moi, ça me paraît totalement cohérent. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est que il suffirait juste d'enlever un câble pour que la voiture, en fait, n'ait plus de limitateur de gravitation, pour que la voiture puisse voler mais très haut dans le ciel, genre que ça atteigne vraiment vraiment comme si c'était des avions. Ok, il y a peut-être ça, mais d'un côté tu vois Elliot à un moment donné qui appuie sur un bouton et puis bah ça fait pareil. Donc en fait c'est une limitation, en fait toutes les voitures peuvent faire ça, enfin c'est pas genre hyper dangereux du coup que toutes les voitures puissent faire ça, enfin j'avoue que ça sort un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais d'ailleurs je comprends pas la remarque non plus sur le jeu du casting et du jeu des acteurs ou des actrices de manière générale, parce que franchement, à part Jean Reno, qui est pourtant un putain d'immense acteur, un peu des rôles vraiment géniaux, bah là dans le dernier voyage, il avait dit que ça lui faisait du bien de jouer dans ce genre de projet original parce que ça changeait, mais il est en total pilotage automatique là dans ce rôle d'Henry, du bon pilotage automatique, mais il ne donne pas de complexité, d'ambiguïté à son interprétation, il donne pas d'humanité, il donne pas des petits moments de « je crois en quelque chose » ou soit « je suis trop obsédé, je suis têtu », machin. Il reste trop figé dans sa même manière de jouer et c'est ultra dommage. Mais en fait, c'est le scénario qui l'aide à avoir une vraie profondeur. Et c'est comme pour Hugo Becker, qui est non seulement réussi à être charismatique et fragile à la fois, d'avoir ce côté confiant mais en même temps d'avoir des doutes quand même de temps en temps, et puis quand même d'avoir ce côté cynique. Par exemple la scène où il parle avec Elma et qu'il dit quelque chose d'assez important et que Elma
ne l'écoute pas et qui dit autre chose de complètement hors sujet et qui fait « Ah ouais, en fait, tu m'écoutes, mais alors, mais pas du tout !» Bah en fait, ça apporte un petit côté amusant parce qu'il dit ça de manière blasée, moqueur, avec un petit attachement, parce qu'il veut vraiment qu'Emma l'écoute. Donc ça fonctionne. Et justement, Emma, qui est jouée par Lia Oussadi Le Cerf, non seulement elle est investie, elle est insouciante, mais elle est aussi un petit peu des fois sarcastique, et elle apporte vraiment beaucoup de jeu, elle est impliquée dans le film, non seulement ça se voit, et ça lui fait plaisir d'être dans un film comme ça, et c'est franchement génial à voir. Et surtout Paul Ami qui alors m'a donné une grosse claque dans son jeu, tant ça mélangeait l'attachement et la malice machiavélique. Ah, son sourire t'a glacé le sang, c'est... Oh mon dieu, c'est... Donc, je n'ai plus grand chose à dire sur Le Dernier Voyage en lui-même. Pour moi, c'est non seulement un bon film, un excellent film, mais derrière, Le Dernier Voyage, ça a souffert de deux choses. Du manque de marketing et des critiques abusives. Pourquoi dès lors qu'un film français a un minimum d'ambition, un minimum d'envie créative, on dit tout de suite « Ah, ça essaye de copier les Américains ». Bah oui, en même temps, les Américains, ça fait un peu des décennies qu'ils ont le monopole sur les films de science-fiction. Ils ont voulu démontrer que, regardez, on peut faire comme les Américains, on peut aller tâter sur leur terrain, mais d'un côté, on peut faire un truc, on peut faire un film typiquement français. Regardez toutes les références, tous les lieux géographiques auxquels on fait référence par-ci par-là, tout ce qu'on fait comme repère littéraire, comme référence même musicale, c'est culturellement français, typiquement français. Les bagnoles, c'est quoi? Ce sont des Peugeot, des Renault qui volent. Merde, s'il vous faut de plus pour comprendre que c'est français. Le film réussit à mélanger toutes ces contraintes pour aboutir à un résultat certes ô combien imparfait, mais ô combien sincère et attachant. Puis surtout, aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile de produire une œuvre de fiction qui va coûter un peu plus cher, parce que c'est déjà un peu plus dans les mœurs, c'est plus facile à vendre. Là déjà c'est un film qui se veut non seulement français dans l'esprit, et puis surtout qui est un film qui n'est pas vendu en langue étrangère, c'est un film qui est fait du début jusqu'à la fin en étant français. Déjà il y a ce risque, il y a déjà ce risque là, pour ensuite déjà être vendu dans d'autres pays, c'est déjà plus compliqué. Ah bah c'est sûr, hein, quand tu vois que déjà l'équipe du film s'était déjà ramassé des tonnes de refus, qu'ils ont eu du mal à faire le film, qu'ils ont du mal à financer, que même le CNC a refusé, bah c'est sûr que ça va donner vachement confiance aux producteurs de financer de nouveaux projets comme ça ambitieux quand tu vois les réceptions déjà critiques au niveau de la presse et des spectateurs, et puis surtout quand tu vois les résultats au box-office. Hein. Ah bah c'est sûr, moins de 100 000 entrées, ça fait vachement moins bien rêver. Hein. Et je dis pas que vous n'avez pas le droit de pas aimer, pas du tout, vous avez même le droit de faire une vidéo où vous avez dit que vous êtes déçu du film, mais ramener une vidéo comme si c'était vraiment le pire film de tous les temps, que c'était vraiment les pires incohérences ou quoi que ce soit. Pourquoi faire une vidéo comme si c'était vraiment le pire film de tous les temps, juste pour enchaîner des répliques assassines, des punchlines pour faire une vidéo, waouh lol, je clash un film. Non, c'est pas ça. Pourquoi ne pas juste dire j'ai pas aimé le film, pour moi j'ai pas aimé juste ça, certes, mais d'un côté, allez le voir pour vous faire votre propre avis. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir d'autres films de cette même acabit, pour pouvoir vraiment avoir des chefs-d'œuvre. La plupart des critiques se plaignent comme quoi les films d'Hollywood se ressemblent, sont aseptisés ou quoi que ce soit. Mais là, on essaie de prendre le meilleur de ce que le cinéma américain a fait. Et voilà, on ambitionne de faire comme ça, mais ça se prend des sauts de merde de temps en temps. Mais je comprends pas, Valérian avait des défauts, je l'ai déjà dit, je vais pas les répéter. Effectivement, l'écriture des personnages, leurs relations, il y avait quand même des trucs intéressants dans le scénario. Mais oui, ça s'éparpillait partout, il y avait des personnages inutiles. Ça, je dis pas le contraire là-dessus, je le dis aussi. Les défauts, je les ai vus. Mais j'ai vu les putains de qualités qu'il y avait derrière. Et Le Dernier Voyage, c'est pareil. Ce sont des films nécessaires qu'il faut qu'ils existent à l'instant T pour prouver qu'on est capable de faire quelque chose de différent. Pour que le cinéma offre d'autres diversités, une multitude de propositions. Et justement, avant de pouvoir faire des chefs-d'œuvre, il faut savoir déjà faire de bons films. Et à l'instar du Dernier Voyage, j'espère que ça sera pas le dernier dans le cinéma français. Bref, c'était une nouvelle critique. La première est certainement pas la dernière depuis la réouverture des cinémas. J'ai voulu choisir un film, j'ai vraiment voulu choisir le bon film à critiquer pour fêter cette réouverture. C'était compliqué, j'ai commencé à écrire des trucs par-ci par-là, mais j'étais pas satisfait. Et puis finalement, ce choix s'imposait, parce que pour moi, Le Dernier Voyage était un film beaucoup plus intelligent qu'il n'en avait l'air. Alors vraiment, je vous en supplie, s'il vous plaît, allez le voir, découvrez ce film vraiment dans les meilleures conditions, découvrez-le vraiment, faites-vous votre propre avis, n'écoutez pas celui des autres, le mien en premier lieu, faites-vous
votre propre opinion. Enfin bref, je vous dis à plus et à la prochaine. En tout cas moi, pour finir en beauté, je vais me jeter à l'eau. A plus et à la prochaine. Salut. Ah, oui, c'est vrai. J'ai toujours pas d'eau. Aïe.